Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République a reçu une délégation ministérielle française. Et enfin, toujours dans l'actualité nationale, Djibouti organise son premier congrès médico-chirurgical qui s'est tenu ce matin au Campeski Palace. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU adopte une résolution pour un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin, en fin de matinée au Palais de la République, les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense, à savoir Mme Catherine Colonna et M. Sébastien Lecornu, en mission de travail à Djibouti. L'audience entre le président Guelleh et les deux ministres français servit d'emblée de cadre à l'évocation des relations d'amitié, d'échange et de coopération que les deux nations ont en partage dans la quasi-totalité des domaines du développement. Les discussions ont ensuite été étendues au partenariat stratégique que les deux pays entretiennent dans le domaine militaire où ils sont liés par un traité de coopération en matière de défense. Le déplacement des ministres français à Djibouti a justement trait au renouvellement de ces traités de défense, réaffirmant les partenariats stratégiques entre les deux pays amis. Djibouti et la France entretiennent des liens privilégiés tissés par le fil de l'histoire et par une communauté de cultures et de langues. L'ambassadrice de la République française auprès de la République de Djibouti, Mme Dena Pirkasso, a pris part à cet événement. Côté djiboutien, c'est le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, et le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Al Youssouf, qui ont pris part à cette rencontre. À noter la présence également à cet événement d'un nombre important d'officiels et de haut rang, dont l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République française, M. Aïd Moussa Yahya, et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Hassan, le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdillahi Ouaïs, et le chef d'état-major de la défense, le général Tahir Ali Mohamed, et la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Jamaoudin, et la conseillère juridique du chef de l'État, Mme Souad Hussein Farah. Autre actualité nationale, et je vous le dis dans le titre, le Campeski a servi d'auditorium au premier congrès médico-chirurgical de Djibouti. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, cet événement d'envergure marque un jalon significatif dans l'histoire de la santé. Cette cérémonie grandiose organisée avec brio par l'Office national de la profession médicale djiboutienne a rassemblé le GOTA du milieu médical, en l'occurrence plus de 200 éminents médecins, pharmaciens et dentistes djiboutiens accompagnés de 10 experts médicaux internationaux. Se sont réunis pour explorer le thème captivant de ce congrès, bâtir le futur de la médecine en Afrique, innovation, collaboration et durabilité. Et bien dans une démonstration éclatante de l'engagement continu vers l'amélioration de la santé, le gouvernement de la République de Djibouti a réalisé des progrès significatifs au cours des dernières années. L'instauration d'une assurance maladie universelle, une augmentation marquée du nombre de professionnels de la santé formés, et la détermination du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à élargir l'accès aux soins, témoignant de la volonté résolue de placer la santé au cœur du développement national. En effet, ce congrès organisé par le Conseil national des professions médicales de Djibouti va au-delà d'une simple rencontre scientifique. 3 jours de débats intensifs vont mettre particulièrement en lumière les piliers fondamentaux de l'innovation, de la collaboration et de la durabilité, essentiels pour façonner l'avenir des soins de santé en Afrique. Le contexte géographique stratégique de Djibouti, en tant que pivot de la Corne d'Afrique, ajouta une dimension particulière à ce congrès. Le pays entre les défis de son passé médical et les opportunités florissantes de son avenir, tracer une trajectoire prometteuse vers un système de santé robuste et équilibré. Ce premier congrès chirurgical de Djibouti restera sans aucun doute gravé dans les annales comme un chapitre mémorable catalysant l'essor de la médecine africaine vers de nouveaux sommets d'innovation et de collaboration et durabilité. Cette publication continuera d'inspirer la culture de la recherche élevée des standards scientifiques. Eh bien, le président a déclaré que plus qu'un simple rencontre académique, ces congrès médico-chirurgical se positionnent comme le catalyseur d'une nouvelle
aire pour la recherche médicale nationale. Au-delà des sessions plénières et ateliers, il sert de préambule à déclarer à la création d'une revenu médical national. Écoutons à présent le président de l'Ordre médecin. Plus qu'une simple rencontre académique, est le reflet d'une aspiration à l'excellence portée par l'ambition d'un Djibouti à la fois résilient et visionnaire, où la médecine s'est fait le creuset du savoir et de l'humanisme. Dans cette quête d'amélioration continue et de qualité des soins, notre congrès se positionne comme un catalyseur de changement en parfait alignement avec les orientations stratégiques de notre président, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, qui place l'humain et sa santé au cœur de toute ambition de développement. L'empreinte de cette vision stratégique est palpable dans chaque aspect de ce congrès et de la définition de son thème ambitieux à la concrétisation de ces rassemblements internationaux. Ce congrès, vecteur de notre aspiration à bâtir le futur de la médecine en Afrique, est le fruit d'un effort collectif et de la confiance que nos autorités placent en la capacité de nos professionnels de santé à se surpasser et à innover. Au nom de tous, je tiens à exprimer notre sincère reconnaissance au Premier ministre pour son soutien sans faille. Son patronage de ce congrès en témoigne et honore notre vocation. Ma gratitude se tourne également vers le ministre de la Santé pour son engagement et son accompagnement constant. À nos estimés conférenciers, je tiens à vous adresser un remerciement spécial pour avoir parcouru les mers et les continents afin d'apporter votre pierre à l'édifice de notre savoir. Votre présence et vos contributions sont la preuve d'une solidarité professionnelle et d'une ouverture d'esprit qui sont la sève nourricière de l'avancement médical. Eh bien, ce congrès organisé par le Conseil national des professions médicales de Djibouti va servir de laboratoire d'idées pour des présentations en discussion et l'échange d'idées novatrices en médecine et chirurgie. Écoutons à présent le ministre de la Santé. Le congrès revêt une importance capitale et marque le début d'une nouvelle ère de collaboration, de partage des connaissances et d'échange d'expériences entre les acteurs clés du secteur de la santé. À cet égard, au cours de ce prochain jour, vous aurez l'occasion d'explorer une multitude de sujets, allant des avancées technologiques à la gestion des maladies non transmissibles, en passant par la santé maternelle et infantile. Ces discussions seront le point de départ de nouvelles stratégies, de partenariats renforcés et de politiques innovantes pour améliorer notre système de santé. Comme vous le savez, le thème retenu pour ce congrès, innovation, collaboration et durabilité, illustre parfaitement les valeurs que nous aspirons à promouvoir dans notre système de santé. L'innovation est le moteur qui propulsera notre secteur médical vers de nouveaux horizons. La collaboration, quant à elle, est la clé de voûte de notre succès collectif. Le ministère de la Santé a entrepris une réorganisation de son système de santé par l'adoption d'un nouvel organigramme, la création du Centre hospitalier universitaire CHU de Djibouti, avec la collaboration du ministère de l'Enseignement supérieur, la réorganisation de sa chaîne d'approvisionnement des produits médicaux, etc. Aussi, le ministère travaille sur la proposition d'adoption du statut du personnel médical hospitalo-universitaire. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude aux organisateurs de ce premier congrès, les partenaires et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce congrès. Votre soutien indéfectible a été essentiel pour faire de cet événement une réalité. Eh bien, dans son discours, le Premier ministre a indiqué que ce premier congrès médico-chirurgical reflète la volonté et l'engagement de nos médecins qui se fixent comme priorité de rehausser constamment la qualité de notre système de santé. Écoutons le Premier ministre.
De ce premier congrès médical à Djibouti marque, comme tout un chacun peut le ressentir, un moment historique, non seulement pour notre pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Je voudrais, de prime abord, souhaiter à tous les participants, hôtes de notre pays, une très chaleureuse bienvenue à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. Ce congrès, le premier dans son genre dans notre pays, est un reflet éloquent de la volonté et engagement de nos médecins qui fixent comme priorité de rehausser constamment la qualité de notre système de santé. Aujourd'hui, grâce à l'encouragement, la vision et le leadership de notre président, Djibouti a franchi des étapes décisives dans le renforcement de son système de santé, tant en ressources humaines que ses plateaux techniques. Notre gouvernement a toujours placé la santé et le bien-être des Djiboutiens au cœur de ses priorités, en témoigne la mise en œuvre de réformes audacieuses et des projets ambitieux qui ont profondément transformé le paysage sanitaire dans notre pays. Le thème de ce congrès, bâtir le futur de la médecine en Afrique, innovation, collaboration et durabilité, incarne parfaitement l'esprit de notre politique de santé. Il souligne notre engagement à adopter des approches innovantes, à collaborer étroitement au-delà des frontières et assurer une gestion durable des ressources pour améliorer la santé de nos populations. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants, les intervenants, les organisations et en l'occurrence l'Ordre national des professions médicales et le ministre de la Santé, ainsi que tous ceux qui ont apporté des contributions sous diverses formes. Votre engagement, votre expertise va certainement contribuer à faire de ce congrès un événement d'envergure internationale et une source d'inspiration pour l'ensemble de la communauté médicale. Autre actualité nationale dans ce 22h, direction la Chine où à la suite de sa participation à la conférence mondiale de la langue chinoise de Pékin le 7 et le 9 décembre 2023, la délégation conduite par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, poursuit sa mission dans la région de Tenjin dans le cadre des travaux de l'atelier Luban. A noter que le projet de l'atelier Luban, premier du genre, avait été inauguré par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en 2019. L'atelier Luban de Djibouti, axé sur la formation technique internationale, propose des spécialités pluridisciplinaires, notamment l'exploitation, la gestion, l'ingénierie et la technique ferroviaire, ainsi que le commerce international et la gestion logistique. Accueilli à la station ferroviaire de Tenjin par le président de l'université technique ferroviaire, le ministre a pu effectuer une tournée dans les ateliers de recherche et de promotion des ateliers Luban à Tenjin. Ces ateliers jouent un rôle essentiel en permettant aux apprenants de maîtriser par la pratique les techniques professionnelles chinoises avancées. Au cours de son déplacement, le ministre a eu des échanges avec les partenaires chinois de l'atelier Luban, à savoir le président de l'université des techniques ferroviaires de Tenjin et son équipe, et le proviseur du premier lycée commercial de Tenjin. Il a également visité des ateliers spécialisés et des laboratoires aux équipements modernes dédiés aux infrastructures ferroviaires, à l'intelligence artificielle, à l'informatique liée à l'électronique ménagère. Au terme de sa tournée, une réunion a eu lieu pour évaluer les activités de Luban de Djibouti, incluant le bilan des plans formation, la maintenance, les équipements et matériels didactiques. Les discussions ont porté sur la poursuite des formations pour les étudiants titulaires de la licence professionnelle et l'extension de l'atelier Luban avec de nouvelles spécialités dans les filières techniques ferroviaires ainsi que l'offre de formation à la rentrée 2023 et 2024. Dans l'après-midi, la délégation djiboutienne a participé à des réunions de travail au premier lycée commercial de Tenjin. Le ministre et sa délégation ont apprécié la méthodologie d'enseignement et la relation
école entreprise que le lycée a mise en place pour préparer les étudiants à l'insertion professionnelle. La discussion a également porté sur la formation des enseignants, la poursuite d'études des titulaires de licences professionnelles et l'extension de l'atelier Louban de Djibouti. Dans la journée 11 décembre, le ministre a été reçu par le gouverneur de la municipalité de la région de Tendjin, avec lequel il a eu une réunion de travail, des échanges et discussions approfondies qui ont permis d'explorer les opportunités de renforcement de la coopération éducative professionnelle entre Djibouti et la région Tendjin, couvrant des aspects tels que l'extension de l'atelier Louban, la consolidation de la relation école-entreprise, l'approfondissement du mode d'enseignement pratique. Retour à Djibouti où le ministre de la Culture, M. Mohamed Ahmed Awale, accompagné du président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a présidé la cérémonie de remise de la première récolte des légumes hors sol à l'escale internationale Hôtel. Eh bien, le parc agricole moderne du DIF, de la première plantation verticale nationale utilisant la technologie hydroponique, a apporté sa première récolte des légumes. Rappelons que Djibouti, étant un pays désertique souffrant des ressources en eau limitées, importe plus de 85% de ses besoins en légumes. L'agriculture locale et à la façon traditionnelle nécessite des quantités importantes d'eau, de ressources et d'empreintes foncières qui s'avèrent non durables et économiquement difficiles, où l'importance d'opter pour une stratégie plus sûre, plus pratique, étant d'une nécessité absolue. Dans son discours, le président des autorités des ports et des zones franches a, dans son intervention, expliqué qu'avec cette approche innovante et respectueuse de l'environnement, contribue grandement à l'autosuffisance alimentaire. Le président a indiqué qu'il permettra d'économiser jusqu'à 95% de la consommation d'eau et d'augmenter le rendement de 80 à 120 fois par rapport à la culture traditionnelle, a-t-il poursuivi le président des autorités des ports. Aujourd'hui, c'est la remise de la première récolte de la gamme variée des légumes verts cultivés à l'intérieur des conteneurs de 40 pieds, tels que le poireau, le coriandre, le laitue, le chou, qui atteignent ces jours à maturité en 1 mois. De son côté, le ministre de la Culture, M. Mohamed Ahmed Awale, a de sa part félicité les autorités portuaires pour cette initiative qu'il a jugée du pionnier de la culture type hydroponique ou hors sol. Écoutons-le. En tant que ministre de l'Agriculture, à la cérémonie de culture hydroponique au niveau du PK23. 4 semaines après, voici la récolte derrière moi. Et je dois dire, mon impression est la suivante. Aujourd'hui, nous constatons qu'avec la culture hydroponique, cette culture hydroponique, c'est quoi? C'est de l'eau, de la nourriture et du soleil. Pas de terre, pas de sol. On peut produire des légumes feuilles de qualité et de grande taille. À une durée de 4 semaines, c'est vrai, les salades et les laitues, c'est 4 semaines, 1 mois. Mais je constate qu'elles sont beaucoup plus grandes parce qu'il y a beaucoup d'éléments nutritifs qui ont été mis dans la solution de l'eau. C'est pour vous dire la première démonstration de la zone franche, de l'autorité de port et de la zone franche, des légumes. C'est la première fois et à un prix compétitif. Ils vont les vendre sur le marché. Je demande à la population djiboutienne, surtout aux entrepreneurs de la place, de vous inspirer et de prendre exemple pour que ces produits maraîchers puissent se reproduire sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti afin d'arriver à la réduction de la dépendance alimentaire et pourquoi pas l'autosuffisance en légumes, feuilles et en tomates et en fruits. C'est l'œuvre de l'autorité de port. J'avais dit tantôt qu'ils sont toujours les pionniers en matière de produits, que ce soit des produits manufacturés, Inch'Allah, le premier assemblage
est mise en place, mais également pour les légumes et fruits. Direction le Qatar, où le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Dirie, s'est rendu au Qatar, accompagné d'une forte délégation, à savoir le secrétaire général Ali Daoud, directeur général de l'Agence nationale du tourisme, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Daïb Doubed, pour prendre part à la 26e session du Conseil des ministres arabes et du tourisme. Eh bien, en marge de cette 26e session du Conseil des ministres arabes du tourisme, le ministre Mohamed Ouarsama s'est entretenu avec le président de l'autorité du tourisme, Ali bin Saad, pour discuter des voies et moyens afin de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme entre les deux pays, tout en échangeant les expériences et expertises dans ce secteur. Retour à Djibouti, où une cérémonie de fin de formation a eu lieu aujourd'hui au sein de l'aviation civile à l'aéroport international de Djibouti. La formation sur le thème « Investigation suite à un accident d'aéronef » qui a débuté le 30 novembre dernier a duré jusqu'au 14 décembre, qui était destiné pour 16 personnes issues de la gendarmerie de l'aéroport, les agents de la BEA, l'aéroport international de Djibouti, ainsi que les agents de l'aviation civile. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l'aviation civile, M. Daoud Abdou, et a vu la participation du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, et le directeur général de l'aéroport international de Djibouti, ainsi que le directeur de la BEA et du colonel Damerval Thierry, conseiller technique du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Un accident aérien, un atterrissage forcé avec dégâts, traduit un événement lié à l'utilisation d'un aéronef et qui entraîne le décès ou des blessures à plusieurs personnes ou des dommages irréparables à la structure de l'appareil. Les investigations techniques sur les accidents, comment gérer les situations en cas d'accident aérien ou au sein du tarmac ou ailleurs, a été l'objet. Et qui surtout a permis à deux projets de la gendarmerie nationale au sein du service sécurité intérieure de travailler ensemble. Le projet appui à la gendarmerie djiboutienne et le projet sûreté de l'aviation civile. Nous sommes heureux d'avoir pu organiser cette formation permettant à des gens du bureau enquête-analyse, de l'autorité de l'aviation civile, de l'aéroport international et de la gendarmerie des transports aériens, mon colonel, d'œuvrer ensemble. Donc voilà, je tenais à adresser maintenant quelques remerciements. Tout d'abord, à votre endroit, mon colonel, pour vous remercier des excellentes relations que l'on entretient avec le service sécurité intérieure de l'ambassade de France et de l'excellente coopération qui est mise en œuvre au quotidien dans toutes les actions de formation qui sont organisées. Pour cela, un grand merci et j'espère et je suis certain que cela va durer encore très longtemps. Écoutons à présent le directeur général de l'aviation civile, M. Daoud Abdou. Pour nous aujourd'hui de clôturer la formation sur les techniques d'investissement sur les crashs aériens. C'est un plaisir pour l'autorité de l'aviation civile que d'avoir reçu cette formation, que cette formation se déroule au sein des locaux de l'autorité de l'aviation civile. Nous vous remercions pour le déroulé de cette formation qui a permis à ce que plusieurs entités qui sont en charge de ces mesures-là puissent travailler ensemble. Nous avons eu la présence de l'autorité de l'aviation civile, de l'aéroport international de Djibouti, de la gendarmerie, des transports aériens. Et tout cela nous a permis de voir que ce travail-là n'est pas le travail d'une seule institution, mais que ce sont des activités qui se font en coordination, en concertation et surtout en collaboration entre différentes entités. Vous avez pu voir que les crashs ne sont pas uniquement le travail d'une équipe particulière. Il y a ce qu'on appelle les enquêtes techniques, il y a aussi les enquêtes judiciaires. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir tous ces participants réunis autour de la même table pour pouvoir voir les différents aspects, leur rôle, leurs responsabilités, les limites de leur mission, et que rien ne se faisait sans coordination ou coopération. Aujourd'hui, vous avez pu voir l'aspect théorique. J'espère que vous n'allez pas vous en arrêter là, que vous allez constituer un comité, que vous allez voir ensemble. Espérons qu'il n'y ait pas de crash et tout, mais il vaut toujours mieux être préparé à tout événement. Et plus l'aéroport prendra de l'ampleur, plus les risques aériens augmenteront. Donc ce jour-là, il faudra être prêt. C'est très important de coordonner, de collaborer ensemble. Et nous ferons en sorte, nous, à notre niveau, que cette mission, cette formation ne soit pas la fin, mais le début d'une nouvelle page qui s'ouvre pour tout le personnel ici présent. Nous veillerons à ce que ce travail soit réalisé au quotidien.
Direction le nord du pays, où dans la continuité de sa caravane parlementaire dans les régions de l'intérieur, l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle a effectué une visite dans la région d'Obok. Et à ce rencontre, après des rencontres de courtoisie auprès des autorités de la région, dont en premier lieu le préfet d'Obok, et puis au conseil régional, la délégation parlementaire accompagnée d'une équipe de la FAO a visité la pêcherie de la ville. La délégation parlementaire a reçu des explications détaillées sur la productivité de la pêcherie destinée à la production des poissons qui sont à Obok. Même le surplus est exporté, a-t-il rappelé. Rappelons que les parlementaires de l'Alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont encouragé les pêcheurs pour renforcer leur activité. Pour rappel, la caravane de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle est une alliance qui a été officiellement lancée en 2020 et qui se donne pour objectif de créer un environnement législatif propice à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Djibouti. Son initiative de lancer cette caravane découle de sa volonté de rencontrer directement les communautés, de recueillir leurs préoccupations, de sensibiliser et surtout de soutenir activement les initiatives des agro-pastoraux en milieu rural. Comme je vous le disais, après le président du conseil régional d'Obok, la délégation s'est dirigée vers la pêcherie destinée à la production des poissons qui sont à Obok, même le surplus exporté. La délégation parlementaire a reçu des explications détaillées sur la productivité de la pêcherie d'Obok destinée à la production des poissons. Les parlementaires de l'Alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont encouragé les pêcheurs pour qu'ils puissent renforcer leur activité. Tout de suite après la ville d'Obok, l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle s'est rendue dans la localité d'Assassan, à quelques kilomètres d'Obok. À son arrivée, la délégation parlementaire accompagnée par le préfet d'Obok et les autorités locales ont été chaleureusement accueillis par les notables dans cette localité pionnière de la culture dans la région d'Obok. La délégation parlementaire a tenu une réunion avec les agro-pastoraux locaux pour recueillir leurs préoccupations et ont également visité les périmètres agricoles. Les représentants ont exposé la situation qui prévaut dans la localité d'Assassan, qui vit essentiellement de l'élevage et de la culture. La visite des périmètres agricoles et les rencontres avec les agro-pastoraux ont offert aux parlementaires une plongée au cœur des réalités locales, facilitant les échanges avec les agriculteurs et la compréhension des défis auxquels ils sont confrontés. Tout de suite après, la délégation et les représentants ont exposé la situation qui prévaut dans la localité. Dans cette localité pionnière de la culture dans la région d'Obok, la délégation a tenu une réunion avec les agro-pastoraux pour accueillir leurs préoccupations et ont également visité les périmètres agricoles. La visite des périmètres agricoles et les rencontres avec les agro-pastoraux ont offert aux parlementaires une plongée au cœur des réalités locales, facilitant les échanges avec les agriculteurs. Et dans l'actualité internationale, je vous lis dans le titre, lors d'une réunion spéciale hier, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté avec une large majorité une résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Un texte non contraignant comme lors du précédent vote fin octobre. Israël et les États-Unis ont voté contre. La précédente résolution de l'Assemblée générale avait été adoptée avec 120 voix pour 14 contre et 45 abstentions. Cette fois, le nombre de voix favorables a été plus important, plus 33. Les voix contre diminuant et les 4 et les abstentions sont passées de 45 à 33. L'un des facteurs de cette évolution est notamment la dégradation des conditions de vie de la population dans la bande de Gaza. Mardi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avait qualifié la situation de Gaza apocalyptique et comparé l'impact des bombardements ceux subis par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, le niveau de destruction des immeubles à Gaza est plus ou moins, voire supérieur aux destructions dont ont souffert les villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.